Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous faire la présentation d'un jeu qui se trouvait en 6e place dans mon top des jeux les plus attendus de 2020. Il s'agit de Tekken. Et aujourd'hui, on fait la présentation, donc seulement un survol de ce que le jeu propose. Non, on ne regardera pas toutes les règles en profondeur, mais au terme de cette vidéo, vous devriez vraiment avoir un bon aperçu de comment y jouer et s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant l'immense plateau de Tekken, ce jeu pour 1 à 4 joueurs. Et dans ce jeu, il y a tout de même beaucoup de choses à prendre en considération. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait seulement un survol, une présentation de ce que le jeu offre. Bien évidemment, normalement, le plateau individuel ici du joueur bleu serait placé sur le côté et ne cacherait pas la piste de population, la piste de morale, ainsi que la piste de la divinité toute juste ici. Mais puisque je tiens à vous donner le plus d'informations simultanément, j'ai décidé de mettre tout de même le plateau à la vue pour l'instant. Alors une fois que la mise en place est effectuée, les joueurs vont commencer la partie avec différents avantages, différentes ressources dès le début de la partie. Ils vont recevoir des cartes de départ comme celle-ci et vont donc en sélectionner, vont pouvoir donc choisir leurs avantages de départ, que ce soit des ressources, des avancements sur la piste de population, de morale. Ils vont également recevoir une carte Ankh comme ceci, qui va leur donner une ressource supplémentaire, qui va leur donner également un numéro, et ce numéro sera important pour briser les égalités dans l'éventualité à la fin d'une manche, lorsqu'on doit déterminer le nouveau tour de jeu. Alors une fois que tous les joueurs ont récupéré leurs ressources de départ, on est prêt à débuter la partie. Et l'objectif du jeu est de marquer le plus grand nombre de points de victoire. Alors on remarque la piste de points de victoire tout le tour du plateau. Et à notre tour, ce qu'on devra faire, c'est assez simple, du moins techniquement, c'est de sélectionner l'un des dés qui se trouve autour de cet obélisque et effectuer l'une des deux actions possibles avec ce dé. J'attire immédiatement votre attention sur l'emplacement de l'obélisque. On remarque que nous avons 3 divisions dans chacune des zones et autour de l'obélisque, vous remarquerez que nous avons un disque avec des secteurs qui sont coloré. Alors, ce disque va en fait faire état de rappel pour nous indiquer que présentement, dans la disposition actuelle, ce côté-ci de l'obélisque est éclairé par la lumière du soleil, alors que les deux côtés ici opposés sont dans la pénombre et ce côté à l'arrière est dans l'obscurité totale. Et ça aura une grande importance pour nous dire à quel point les dés sont accessibles et s'ils sont purs, s'ils sont souillés ou s'ils sont complètement non disponibles. Alors, on aura seulement à se référer à la charte qui est imprimée sur le disque pour nous indiquer par exemple que dans la section qui est éclairée par la lumière du soleil, les dés blancs seront purs. Tous les dés gris, peu importe leur section, sont toujours souillés. Et dans cette section-ci, les dés noirs sont indisponibles. On nous indique également que les dés jaunes sont souillés. Alors, on va faire le tour de l'obélisque et on va placer les dés dans les sections correspondantes. Lorsque vient le temps de sélectionner un dé, imaginons donc que le dé jaune juste ici de valeur 6 est dans la section souillée. Si je décide d'effectuer une action et de choisir un dé, je choisis le dé de mon choix, soit pur ou souillé. Je ne peux pas, à moins d'avoir une carte qui m'indique le contraire, choisir un dé qui est indisponible. Et selon l'état du dé, s'il est pur ou souillé, je vais le prendre et je vais l'emmener dans ma balance sur mon plateau personnel. Alors ce dé-ci était souillé, je vais donc le mettre du côté correspondant sur ma balance et je vais pouvoir effectuer l'action correspondant à la section où j'ai pris mon dé. Je vais faire la même chose plus tard lorsque je pourrai effectuer une deuxième action. Si je prends un dé qui est pur, je vais plutôt le placer de ce côté-ci et je vais par la suite pouvoir effectuer mon action. Et je vais attirer votre attention tout de suite sur cette balance, c'est qu'à la fin d'une manche, dès que nous avons 4 dés, la manche va prendre fin et on va
comparer la balance. Donc, des deux côtés, on va totaliser la valeur de nos dés. Il est possible également d'avoir des ressources en surplus qui vont s'être accumulées d'un côté de la balance. Alors, on aurait dans ce cas-ci, mais imaginons donc qu'on a 4 dés, nous aurions 7 de ce côté-ci versus 4 de l'autre côté. Alors, j'aurais une balance qui serait à moins 3 à la fin de la manche. Je vais donc placer mon marqueur sur le moins 3 ici. Je vais perdre un point de victoire et plus je diminue, plus je vais perdre des points de victoire et ça m'éloigne également de plus en plus d'avoir de chances d'être premier joueur au prochain tour, alors que si j'avais une balance qui était positive, par exemple dans cette situation-ci, je serais à moins 5 plus 6 qui me mettrait à plus 1. Eh bien, on n'a pas de bonus pour être dans le positif, mais on veut toujours se rapprocher le plus possible de 0, l'équilibre parfait pour nous assurer d'être premier joueur. Ceci étant dit, à mon tour, j'ai deux options. Je dois toujours sélectionner un dé, peu importe s'il est souillé ou pur. Si je récupère par exemple ce dé-ci qui est souillé, je vais le mettre dans la section correspondante. Et l'une de mes deux options, c'est de produire des ressources. Pour produire des ressources, on doit consulter notre valeur dans les différentes échelles. Juste ici, au début de la partie, on commence avec une valeur maximale de 2 dans toutes les différentes ressources. Et c'est plutôt simple, je vais générer 2 ressources de la couleur de mon dé. À noter que le dé gris est le seul dé à ne pas générer de ressources, alors ça aurait été plus efficace pour moi de sélectionner un dé blanc. Je vais donc générer 4 calcaires. Mais de ces 4 calcaires, je dois consulter ma piste juste ici qui m'indique que je ne peux en conserver que 2. Alors, je vais donc conserver 2 calcaires qui iront dans ma réserve personnelle que je peux mettre de côté et l'excédent va aller dans les ressources qui sont souillées. Alors, j'ai trop convoité et ça va peser dans la balance à la fin de la manche alors que les ressources qui sont de côté peuvent être utilisées. La deuxième option qui s'offre à moi, eh bien, c'est d'effectuer une action dans le secteur du dé que j'ai choisi. Alors, il y a 6 secteurs, donc 6 actions potentielles. Commençons par, ici, l'emplacement d'Osiris. Alors, la couleur du dé choisi pour la résolution de l'action n'aura pas d'importance, mais sa valeur-ci. Alors, je pourrais décider, par exemple, de récupérer le dé de valeur 6 juste ici. Je le placerai dans la section souillée et je viens construire un bâtiment dans la zone réservée à Osiris. Le coût est indiqué juste ici. Peu importe le bâtiment que je décide de construire, ça va me coûter 1 moral. Alors, je vais baisser sur la piste, choisir mon bâtiment le plus de ce côté et je vais le placer dans l'emplacement correspondant à la valeur de mon dé 6, mais je peux le placer dans n'importe lequel de ceux-ci. Dans ce cas-ci, je pourrais décider de l'envoyer juste ici. Je vais toucher la récompense imprimée, dans ce cas-ci 2 pains, et je vais augmenter les jauges ici de valeur correspondante. Alors 2 fois pour le pain et 1 fois pour n'importe quelle ressource. Je pourrais décider d'augmenter en calcaire. La prochaine fois que je vais produire des ressources, je pourrais garder par exemple 4 pains ou 3 calcaires et mon bâtiment va être placé juste ici. En fin de manche, lorsqu'on va effectuer le scoring, 2 phases de décompte ou de pointage, on va vouloir avoir la majorité des bâtiments dans chacune de ces colonnes. L'avantage de placer un bâtiment dans le haut des colonnes, bien que l'avantage soit minime, c'est que c'est les bâtiments les plus hauts qui vont nous permettre de briser les égalités. Si on décide maintenant de prendre un dé dans la section de Horus, alors la valeur du dé peut avoir de l'importance selon ce qu'on décide de construire. Alors, par exemple, je pourrais décider de récupérer le dé de valeur 2 dans la section pure, je place ça juste ici, et maintenant j'ai 3 options qui s'offrent à moi. La section d'Horus me permet de construire les statuettes qui sont dans le bas de mon plateau. Le coût pour la construction est toujours indiqué sous celle-ci, on commence toujours par celle de ce côté en premier, elle me coûterait 4 marbres. Je vais donc prendre ma statuette et je peux décider, j'ai 3 choix puisque j'ai pris un dé de valeur 2, je peux décider d'envoyer ma statuette du côté de Osiris. Alors on a 2 emplacements pour les statuettes. Lorsque je décide de placer une statue, je récupère un or et celle-ci va donc maintenant me donner plus d'avantages pour le contrôle de majorité pour ces 2
colonnes à la fois. Une autre opportunité que j'ai, c'est de l'envoyer de ce côté, dans ce secteur autour du temple. J'ai deux emplacements juste ici. Même principe, si je décide de construire de ce côté, je vais toucher un or et ça va me donner des points supplémentaires pour tout ce qui se trouve dans la vision de ma statuette en fin de partie en termes de colonnes. Et si j'ai déjà des colonnes qui sont construites sur certaines tuiles au moment de bâtir ma statuette, je vais marquer 3 points par colonne de ma couleur qui est dans la même rangée. Et la dernière option qui s'offre à moi en lien avec les statues, eh bien, c'est de construire la statue en l'honneur d'une des divinités de la valeur du dé que j'ai récupéré. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais ériger une statue en l'honneur d'Osiris. Je viendrai donc placer ma statuette de ce côté directement dans le secteur correspondant à la divinité. Et ce que ça me donne comme avantage, c'est qu'à partir de maintenant, selon le nombre de joueurs, la règle peut changer. Mais règle générale, dès que l'un de mes adversaires va effectuer une action, peu importe laquelle, dans le secteur d'Osiris, je vais toucher la récompense juste ici, le bonus, soit une ressource de ces deux choix. Et c'est la même chose pour toutes les autres divinités. À noter que ces tuiles sont amovibles, alors on peut changer le tout d'une partie à l'autre. Du côté de Ra maintenant, si on effectue une action de ce côté, selon la valeur du dé qu'on aura récupéré, par exemple 1, 2, je vais pouvoir récupérer la tuile indiquée, alors 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et je vais devoir m'assurer également d'être en mesure de payer le coût de celle-ci. Dans ce cas-ci, ça nous coûtera 4 unités de calcaire. Une fois qu'on a payé le coût, on peut décider de l'emplacement de cette tuile dans la section du temple. On peut les placer absolument n'importe où dans les emplacements qui sont libres. Par contre, une fois qu'on a sélectionné un emplacement, par exemple, si je le place ici, on peut tourner dans tous les sens la tuile correspondante. Si j'ai des bâtiments qui se trouvent dans une rangée ou dans une colonne, peu importe à qui ils appartiennent, je vais marquer un point de victoire. Ensuite, on va marquer des points de victoire selon les côtés de la tuile. On remarque les couleurs, s'ils correspondent à d'autres rebords, d'autres tuiles ou du côté du temple, un point par côté qui correspond. Dans ce cas-ci, 2 points. Je vais également marquer la récompense qui est sous ma tuile. Dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit de l'un des coins, je vais doubler les points qui sont attribués au coin, donc au rebord qui connecte. Dans ce cas-ci, je marquerai 4 points à la place. Et je vais également pouvoir marquer mon appartenance grâce à un pilier. Je vais pouvoir placer ça sur ma tuile et maintenant, ça marque plutôt ma possession. Si également la couleur du fond de la tuile, dans ce cas-ci c'est blanc, correspond à l'emplacement ou plutôt à la section juste ici, dans ce cas-ci on remarque que c'est la pénombre. Mais si le disque avait plutôt été placé de cette façon-ci et que c'était vraiment la lumière qui était dans cette section-ci et que je construis une tuile de lumière, je vais alors récupérer le bonus imprimé sur la tuile, dans ce cas-ci 3 unités de population. Mais si on garde la même configuration que l'on avait et que j'avais à la place récupéré la deuxième tuile ici de la pénombre, eh bien j'aurais marqué un point. Finalement, je vais marquer les points qui sont indiqués au-dessus de l'emplacement que j'ai choisi et je vais faire glisser toutes les tuiles, en ajouter une nouvelle. Nous avons également le secteur de Hathor. Dans ce cas-ci, la valeur du dé que l'on choisit n'a pas d'importance. Alors, ce qu'on devra faire, c'est de venir payer le coût en miches de pain selon l'emplacement où on désire construire l'un de nos bâtiments. Alors, admettons que je décide de choisir cet emplacement, je paye 2 miches de pain, je prends mon bâtiment juste ici et je le place là. Par la suite, je vais générer des ressources pour chaque emplacement qui est encore visible ici. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas de ressources. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un jeton de foi que je vais pouvoir placer près de ma balance. Dans ce cas-ci, un calcaire, un marbre ou vice-versa. Même si les emplacements
font état de plus d'une ressource, je vais seulement en prendre une. Dans ce cas-ci, eh bien, j'ai recouvert la tuile. Ça aurait été la même chose si j'avais recouvert celle-ci à la place. Donc, dès que je croise l'un de mes piliers, je vais marquer 3 points à la place. Et finalement, la seule importance du dé qu'on choisit, c'est qu'à la fin de la résolution de notre action, notre population va augmenter de la valeur du dé, dans ce cas-ci 3. Alors, mon marqueur de population, c'est celui-ci. Je vais l'avancer de 3. J'attire votre attention justement sur le marqueur de population. On remarque qu'on a différentes couleurs juste ici et les mêmes couleurs dans les bandeaux juste ici. Alors, dès qu'un marqueur atteint une nouvelle couleur pour la première fois, on pourra placer de nouvelles cartes dans ces sections et un joueur qui prochainement effectue l'action de tot pourra y avoir accès si son marqueur de population se trouve dans la zone correspondante. Cinquième secteur, celui de basse-tête. Alors, lorsqu'on récupère un dé et qu'on effectue l'action, on doit payer 2 papyrus pour augmenter notre morale de la valeur du dé qu'on a choisi. Et notre marqueur de morale ne peut jamais dépasser celui de notre population. Par la suite, en fonction du nombre indiqué sur le dé qu'on a récupéré, on pourra récupérer 0, 1 ou 2 scribes. Les scribes peuvent être mis de côté sur notre plateau, peuvent être utilisés pour 2 choses. Le premier, c'est qu'un scribe peut être utilisé pour changer la valeur d'un de nos dés de plus ou moins 1 ou 2, et on peut en tout temps également décider de dépenser 2 scribes pour renoncer à notre action normale pour à la place effectuer une action Anubis. Alors, l'action Anubis nous permet de récupérer n'importe quel dé, même ceux qui sont indisponibles, et d'effectuer n'importe quelle action avec ce dé autour du plateau. Une fois que c'est fait, le dé va venir sous la balance, alors il ne pèsera d'aucun des côtés à la fin de la manche. Et finalement, dernier secteur, celui de tot. Alors, de ce côté, selon la valeur du dé qu'on a récupéré, ça nous indiquera l'action qu'on peut effectuer. En tout temps, on peut payer un parchemin pour décider de se débarrasser de toutes les cartes d'un secteur pour en mettre des nouvelles. Par la suite, si on a sélectionné un dé de valeur 1 ou 2, on peut récupérer une carte de l'un des secteurs auxquels on a accès. On se souviendra que les secteurs auxquels on a accès, c'est selon la couleur où se situe notre marqueur de population. Avec 2 papyrus ainsi qu'un dé de valeur 3 ou 4, on peut récupérer 2 cartes. Et même chose pour un dé de valeur 5 ou 6 en payant 3 papyrus, 3 cartes, mais en tout temps, seulement des cartes d'un même secteur. Alors, si je décide de récupérer 2 cartes dans le secteur rouge, eh bien, les 2 cartes doivent absolument venir de ce secteur. On a différents types de cartes. On a les cartes avec cet emblème qui sont des cartes à utilisation unique qu'on peut utiliser n'importe quand à notre tour. Nous avons les cartes technologie également qui nous permettent de changer quelques règles, nous donner des avantages de façon passive tout au long de la partie. Et finalement, les cartes de décret juste ici qui sont des occasions de faire des points de victoire en fin de partie. En fin de partie, on devra consulter les symboles qui sont indiqués dans le haut de la carte. On devra obtenir au maximum 3 symboles différents et on pourra donc décider de marquer les points de ces 3 symboles. Si on a 2 cartes avec le même symbole, on doit obligatoirement décider laquelle on décide de réaliser et à laquelle on décide de renoncer. La dernière chose qu'il me reste à vous expliquer, c'est le principe du temps qui passe, le principe de rotation et à quand la partie se termine. Dès que le dernier joueur sur la piste, dans ce cas-ci, imaginons que nous avons le joueur orange, dès que ce joueur a 2 dés et qu'il a donc effectué 2 actions, c'est une phase de rotation. On prend donc l'obélisque et on va le tourner d'une section en suivant le sens des aiguilles d'une montre pour que la petite flèche pointe maintenant ce secteur. Par la suite, nous allons consulter nos 2 nouvelles sections de la pénombre et pour chacune de ces sections, on va y lancer un nombre de dés équivalent au nombre de joueurs, dans ce cas-ci 2, et on va placer les dés aux emplacements correspondants. On va faire la même chose de l'autre côté et on va maintenant faire le tour de l'obélisque puisque certains secteurs ne sont pas éclairés de la même façon. Donc au tour précédent, le secteur ici était dans la lumière, maintenant il devient dans la pénombre. Alors les dés ne seront pas placés au même endroit en fonction de l'emplacement où ils se trouvent. On fait ça donc pour tous les secteurs et
Par la suite, on commence un nouveau tour, alors on continue à sélectionner des dés. Éventuellement, le dernier joueur sur la piste aura 4 dés. À ce moment, on va faire la même chose, on procède donc à une rotation, mais puisqu'on a 4 dés, nous allons maintenant passer à une phase de maths. Alors de ce côté, nous allons consulter la valeur, comme je vous expliquais tantôt, de chacun de nos balances et on va tout simplement placer notre marqueur de ce côté. Ça nous aide à déterminer si on doit perdre des points de victoire et qui sera le premier joueur lors d'un prochain tour. On va également remettre en jeu toutes les cartes avec les encres. On va en sélectionner une nouvelle et on va récupérer le bonus immédiatement. Ça va nous donner également une nouvelle valeur en cas d'égalité. On peut utiliser les marqueurs ici pour nous aider à balancer notre balance parce qu'à la fin de ce tour, on va s'en débarrasser, peu importe qu'on les ait utilisés ou non. Éventuellement, l'obélisque atteindra le premier sablier juste ici. À ce moment, on va effectuer les phases que je viens de vous expliquer, mais surtout une phase de décompte, une première phase de décompte. À ce moment, nous allons regarder qui est majoritaire dans la section d'Osiris. Il va marquer 3 points par secteur où il est majoritaire. On va venir également du côté du temple, on va marquer des points en fonction des bâtiments, des statues qu'on a construits et on va également regarder combien de piliers sont dans la vision de nos statues et de nos bâtiments. Ça va nous rapporter des points de victoire. On va également regarder le nombre de statues qu'on a construits. Alors on a une petite légende de points cumulatifs que ça va nous rapporter à ce moment. On va regarder également sur la piste de morale si on atteint les petites pyramides juste ici, ça nous donnera des points supplémentaires. Il est possible de marquer des points si on atteint le maximum de la jauge de ces différentes pistes. Si on a construit un certain nombre de bâtiments également, il est possible de marquer des points de victoire et finalement, on devra débourser un nombre de miches de pain selon le nombre de bâtiments qu'on aura construits. Une fois que c'est fait, on va continuer la partie. On va donc continuer à faire des phases de rotation jusqu'à ce qu'on atteigne le deuxième sablier juste ici. On fera donc une deuxième phase de scoring, de décompte, comme je viens de vous le dire. Et finalement, le pointage final, le décompte final. Alors voilà pour la présentation de Tekhenu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à me laisser vos commentaires sur vos expériences avec le jeu. Et indiquez-moi également à quel nombre de joueurs vous y avez joué. À tous les autres, je vous invite à aller consulter la section des commentaires pour aller lire le retour de chacun. Je suis convaincu qu'on aura plusieurs discussions bien intéressantes qui s'y trouveront. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.